Big Science, c'est le projet qui va réunir plus de 250 chercheurs issus d'une centaine d'institutions en France et en Europe. Un atelier de recherche qui a 1 an pour réaliser un réseau open source de neurones artificiels qui maîtrisera 8 langues, dont le français, l'anglais et les langues bantoues, un ensemble de langues africaines. Un projet qui résonne avec celui d'une réglementation européenne pour une plus grande transparence de l'IA et de ses applications. Alors, pour en parler autour de cette table, Jérémy Haroche, fondateur et CEO de Quantmetry, un cabinet de conseil en intelligence artificielle. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors, vous avez publié chez Quantmetry en mai dernier un livre blanc intitulé IA de confiance, du concept à l'action, dont l'objectif est, entre autres, d'expliquer aux entreprises les critères retenus par l'Europe dans la constitution d'une IA de confiance. Avec nous également Raphaël Godoff, responsable commercial de la partie calcul haute performance de Hewlett-Packard Enterprise pour la France. C'est justement un de vos supercalculateurs, un HPC, le Janzei, installé à Orsay, qui sera utilisé pour le projet Big Science. Bonjour. Alors, bonjour, merci à tous les deux de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce talk autour de l'intelligence artificielle, de la confiance et de Big Science. Alors, première question, en quoi va consister ce réseau neuronal open source? Je me tourne vers vous, Raphaël Godoff. Alors, l'objectif, déjà, effectivement, c'est d'entraîner un très, très grand réseau de neurones qui a pour but de développer des modèles de langage multilangue. Donc, l'objectif, c'est effectivement, après, en termes d'application, de pouvoir travailler sur des domaines comme la traduction, comme les chatbots, et de pouvoir avoir un modèle qui soit très, très gros, et qui puisse être ensuite utilisé dans beaucoup d'applications qui utilisent aujourd'hui le traitement du langage naturel. Et pour entraîner ces modèles, on a besoin de très grosses machines, et c'est l'objet de ce projet qui va tourner sur un supercalculateur qui est installé dans le centre de calcul du CNRS, qui s'appelle l'IDRIS. Et qui est prêté donc pour combien de parts d'heures Alors, il y a 5 millions d'heures qui ont été allouées aujourd'hui sur cette machine. Ça fait une très très grosse puissance. Pour vous donner une idée, sur une machine qui a aujourd'hui 2700 accélérateurs, une très très grosse machine, cette puissance de calcul, 5 millions d'heures, ça représente à peu près 3 mois à plein temps de l'utilisation de cette machine. Donc c'est une puissance considérable, et c'est ce qui est nécessaire pour faire tourner ces entraînements qui permettent de développer ces très très grands réseaux de neurones. Alors l'ambition, c'est de faire de l'Europe un acteur d'excellence face aux géants américains, on peut le dire, comme Google par exemple, qui ont développé bien sûr leur propre NPL. Jérémy Haroche. Oui, alors je pense que aujourd'hui, l'intelligence artificielle cherche un petit peu ces nouveaux terrains de compétition. On sait que la thématique de la perception en est un. En particulier, le langage est aujourd'hui encore une barrière qui n'a pas tout été franchie. Même nous, en tant que simple utilisateur, quand on utilise notre téléphone pour demander des instructions, parfois il nous comprend, parfois il ne nous comprend pas tout à fait. Et en plus, on se limite un petit peu. On lui dit des choses simples. Si on commence à utiliser notre jargon professionnel, il est complètement perdu. On voit bien qu'il y a une profondeur de réalisation de performance sur le langage qui est absolument gigantesque. Donc, les chercheurs de l'intelligence artificielle ont désigné le langage naturel comme étant encore un terrain de découverte, un terrain d'approfondissement. Et alors, sur cette thématique-là, les compétitions sont de nature différente. La compétition des acteurs privés, ceux qui ne sont pas européens, on pense beaucoup à Google et à Microsoft, c'est une compétition de volume. Ils essaient d'avoir les plus grosses machines, les plus gros réseaux de neurones, le plus grand nombre de poids, etc. Et ça marche plutôt bien. On sent quand même que dans les nouveautés, dans les innovations, on est capable aujourd'hui de faire des choses qui étaient absolument impossibles à faire il y a quelques années. Il y a des changements de paradigme qui apparaissent dans la façon dont on utilise ces outils-là. Et moi, par exemple, ce qui m'a le plus impressionné quand j'ai utilisé ce genre d'outils, c'est que longtemps par le passé, il fallait expliquer les textes qu'on avait et ce qu'on voulait faire avec. Est-ce qu'on fait de la traduction, est-ce qu'on fait du résumé? Là, maintenant, on se retrouve dans des situations où on n'a même pas besoin d'expliquer ce qu'on fait, on donne juste des exemples de ce qu'on est en train de faire et la machine automatiquement va compléter notre travail, et il y a une forme d'intelligence qui va se créer dans la relation entre l'homme et la machine. Ça, c'est le combat des géants non européens, qui est vraiment un combat de volume. Nous, le choix de l'Europe, c'est déjà d'avoir fait un projet scientifique. La science, c'est avant tout quelque chose qui est de l'ordre du social. Il faut que les chercheurs se parlent pour qu'ils fassent des choses intelligentes entre eux. Donc, il y a énormément d'acteurs différents qui participent à ce projet. C'est un projet collaboratif. Complètement, il faut le rappeler. Il y a des startups, il y a des entreprises, il y a des laboratoires de recherche et des chercheurs très internationaux.
Mais ce qui est très beau, surtout, c'est l'idée qu'on va faire en sorte de faire parler des gens qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de parler sur ces thématiques-là. Et puis, l'autre chose, c'est que plutôt que d'être dans un superlatif en termes de taille, on va être dans une recherche d'excellence autour de la qualité. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que les algorithmes qu'on va créer ne sont pas nécessairement meilleurs que ceux que j'ai déjà cités, mais par exemple vont être plus respectueux d'un certain nombre de logiques autour de l'éthique. Oui, et on sent bien que c'est le thème du moment, puisque c'est en résonance avec la réglementation européenne. Mais concrètement, technologiquement, est-ce qu'on va concurrencer les technologies qui existent déjà aujourd'hui comme OpenAI ? En tout cas, on va les compléter, les concurrencer. Disons qu'on va le faire à une échelle effectivement européenne, et là pour le coup, ça va tourner en France. Donc ça, c'est intéressant en termes de, on va dire, de souveraineté. Mais effectivement, comme tu l'as dit, l'objectif, c'est de travailler aussi beaucoup sur cette qualité des données, d'essayer d'éviter les biais, voilà, des choses qui sont parfois reprochées à des modèles qui existent déjà. Et ça, c'est une des grandes ambitions, on va dire, de ce projet-là aussi, c'est de vraiment travailler sur cette dimension de qualité. Ouais. Alors, j'aimerais ajouter qu'on est vraiment au tout début. Ce qui est en train de se passer en ce moment, même si ça nous éblouit parce que c'est la première fois qu'on le voit, c'est 3 fois rien par rapport aux usages qu'on aura dans quelques années, dans quelques décennies, et qui seront devenus complètement banalisés et complètement communs. Donc là, aujourd'hui, il y a une compétition, mais à mon avis, celui qui la gagne ne sera pas le champion de demain. Il y a encore plein d'autres compétitions pour arriver à maturité. Alors concrètement, peut-être qu'il faut reposer ça aussi pour les personnes de la vie de tous les jours. Qu'est-ce que ça changera qu'une technologie européenne soit conçue ? Alors, il y a beaucoup d'enjeux. Je pense que la thématique européenne, c'est avant tout une thématique de quelle est la compétition qu'on a envie de gagner, nous, les Européens. Moi, je pense que la compétition de volume, de performance par le nombre d'exemples ou le niveau de qualité des algorithmes, à mon avis, ça va être compliqué de les gagner parce que c'est quelque chose qui va s'appuyer essentiellement sur les investissements financiers. Et clairement, l'Europe, même si elle n'a pas à rougir, n'est pas en tête aujourd'hui d'un combat qui se passe. Pourtant, on a les technologies. On a HPE qui nous fournit les supercalculateurs. Enfin, on a les technologies aujourd'hui pour aller jusque-là. Oui, mais il faut comprendre qu'on est vraiment sur des courbes qui sont exponentielles. Les technologies qui sont déjà acquises sont ridicules par rapport à celles qui vont encore devoir être trouvées demain. Et qu'on est capable de parcourir cette trajectoire. On est déjà en retard au terme de budget, c'est ça que vous dites ? Oui, en tout cas, on ne cherche pas à rattraper ce retard-là par le budget. Par contre, on cherche à le rattraper autrement. Alors, vous en parlez chez Quantmetry, vous avez étudié les stratégies mises en œuvre pour rattraper ce retard-là sur les leaders du marché. Donnez-nous un exemple de stratégie. Alors, l'exemple numéro 1, c'est la qualité de la réponse. Donc, on parle beaucoup des biais. Alors, les biais, qu'est-ce que c'est ? C'est, on va dire, des déformations qui sont cachées dans les exemples qui sont utilisés dans ces algorithmes-là. Ces déformations qui sont cachées, parfois, elles ne sont pas gênantes, mais parfois, elles sont extrêmement gênantes. On pense essentiellement aux biais humains, aux biais qui sont liés à des origines ethniques, à des origines sociales, à des origines genrées. Donc évidemment, on n'a pas envie que les algorithmes reproduisent les erreurs de l'homme. Cette capacité à détecter les biais, c'est une difficulté supplémentaire. Et typiquement, les projets qui sont de nature française ou de nature européenne vont essayer de privilégier ces dimensions éthiques et la qualité du résultat pour avoir confiance dans le résultat. Alors sur du langage, on va dire que l'interlocuteur sera toujours humain, donc on pourra avoir une surcouche de relecture et d'une certaine manière, on n'imagine pas une intelligence artificielle débordée par la langue. Par contre, il y a d'autres usages de l'intelligence artificielle pour lesquels l'humain ne peut pas rivaliser avec la machine. Et là, les biais sont extrêmement dangereux. C'est la thématique de l'IA de confiance. L'IA de confiance, en fait, permet de garantir à un utilisateur, à un acquéreur d'intelligence artificielle, un certain niveau de qualité. Et ce niveau de qualité, il doit être quelque part proportionnel au risque. Chose qui aujourd'hui n'est pas du tout dans l'état d'esprit des utilisateurs ou des créateurs d'intelligence artificielle. L'Europe peut tirer son épingle du jeu si elle arrive à imposer cette culture. Et si cette culture-là devient une culture majoritaire, majeure demain, les consommateurs d'intelligence artificielle partout dans le monde privilégieront une intelligence artificielle. Si elle est européenne, on sait aujourd'hui qu'on achète un produit, qu'on vérifie toujours si c'est du Made in China ou du Made in America. Peut-être que pour l'IA, ça sera du Made in Europe. Alors, pour rester encore une petite seconde sur cette compétition qui s'installe d'une certaine façon. Chez HPE, Raphaël Godos, vous travaillez avec ces acteurs comme Microsoft, par exemple. Vous partagez le cloud de Microsoft, Azure, pour envoyer votre HPC dans l'espace, dans l'ISS, Spaceborne 2. Est-ce que la réponse aussi à cette place d'excellence qu'on veut donner à la France avec le projet Big Science, c'est pas de trouver aussi un acteur cloud européen
à qui on pourra adresser ce genre de projet ? Alors effectivement, il y a eu déjà un certain nombre d'initiatives qui ont été lancées dans le passé. Un certain nombre ont échoué. Aujourd'hui, il y a un grand projet qui s'appelle GaiaX, voilà, dans lequel nous, HPE, effectivement, on s'inscrit, on participe et on a vocation à respecter les standards qui vont être développés dans le cadre de ce projet. Mais vous avez raison, aujourd'hui, un des enjeux, c'est effectivement ce qu'on appelle la souveraineté vraiment des données. On parle effectivement de technologie. Les technologies, c'est une chose, elles viennent d'un petit peu partout dans le monde. Mais au-delà des technologies, il y a effectivement les données, s'assurer que les données effectivement puissent rester en Europe, qu'elles puissent respecter un certain nombre de standards. Donc c'est un enjeu absolument majeur. Et je pense qu'on va en entendre beaucoup parler dans les prochaines années. Et beaucoup d'entreprises sont déjà raccrochées, on va dire, à ce wagon de GaiaX. Oui, ce sera indispensable si on veut véritablement, avec des projets comme Big Science, installer une France souveraine, en tout cas, sur ces sujets-là, même de supercalculateurs. Puisqu'on a la technologie, il faut l'encadrer. On revient sur l'IA de confiance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire créer une IA de confiance ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Ensuite, je vous poserai la même question. Alors, je pense effectivement, on parlait de biais, ça c'est un des points essentiels dans l'IA de confiance, c'est-à-dire c'est d'essayer, on va dire, de respecter un certain nombre de standards ou de grands principes. Ça peut être de lutter contre les discriminations, en tout cas de s'assurer que l'ensemble des personnes, des droits humains sont respectés. Ça peut être d'avoir ce qu'on appelle l'explicabilité, donc ça c'est un des principes aussi autour de l'IA. L'explicabilité, la robustesse, voilà, des grands principes, on va dire, d'éthique, et puis s'assurer qu'un certain nombre d'anecdotes dont on a pu entendre parler, malheureuses, qui ont été relevées dans ces usages de l'IA, où on s'est aperçu finalement que dans la vie réelle, dans l'utilisation, on faisait face à des exemples, voilà, effectivement, soit de discrimination, ça pouvait être entre les hommes et les femmes. L'IA raciste est un sujet qu'on a déjà abordé sur le tri des CV, où finalement on s'apercevait qu'à compétences égales, dans les algorithmes qu'utilisaient des recruteurs, voilà, les hommes se retrouvaient quelque part privilégiés dans les choix qui étaient faits. Mais en fait, finalement, quand on parle beaucoup autour des biais, ce qui est aussi en jeu, c'est la qualité des données et c'est le biais qu'il peut y avoir dans les données. Parce que finalement, les algorithmes qu'on entraîne s'appuient sur des données. Ces données étant elles-mêmes potentiellement biaisées, les algorithmes ensuite qui sont entraînés, développés et utilisés dans les applications finales se retrouvent eux-mêmes biaisés. Donc voilà, pour en revenir à votre question, je pense que c'est un des points absolument essentiels. Oui, évidemment. Mais alors, par rapport à la question de transparence aussi, côté Big Science, comment on retrouve tous ces enjeux ? Je l'ai dit tout à l'heure, Big Science, ça va s'inscrire dans cet encadrement européen, cette trame de réglementation qui est en train de se préparer. Comment ce projet-là va s'inscrire là-dedans ? Alors, on sait que le public, par exemple, va pouvoir participer aux travaux de Big Science. Est-ce que ça, c'est un premier pas ? Oui, c'est ça, oui, parce que par rapport à ce que je disais, effectivement, sur la qualité des données, en fait, avant d'entraîner un algorithme et un réseau de neurones pour qu'il puisse effectivement ensuite réaliser son exécution, la partie entraînement s'appuie sur des données et cette base de données, on va dire, qui est utilisée pour entraîner ces algorithmes, doit être le moins biaisée possible. Et un des enjeux dans ce projet, ça a déjà commencé d'ailleurs, c'est de faire collaborer le plus grand nombre de personnes pour enrichir cette base de données et s'assurer qu'elle soit la plus représentative possible, la plus large possible, pour avoir une meilleure qualité des données. Un autre élément qu'on va retrouver dans ces enjeux éthiques, responsables, de transparence dans le projet Big Science ? Le projet Big Science, c'est un projet très expérimental, très expérientiel. Donc je pense qu'on aura beaucoup plus de résultats liés à des personnes qui ont participé à Big Science que Big Science en lui-même. En fait, c'est un moyen de stimuler la créativité des acteurs qui travaillent sur des sujets de compétences très proches les uns des autres et leur dire, voilà, travaillez ensemble, travaillez avec des moyens qui sont très larges et travaillez avec des enjeux, un cadre, des contraintes qui sont celles qui définissent notre code culturel européen. C'est pour ça qu'il y a des enjeux extrêmement importants autour de la confiance. Le point qui est important, qu'il faut comprendre, c'est que la confiance, c'est quelque chose qu'on ne mesure pas dans l'IA, qu'on mesure tout le temps. L'indice de confiance, c'est l'indice des marchés boursiers, c'est l'indice de l'économie, c'est l'indice de la consommation, c'est l'indice du bien-être économique d'une société. On ne résume pas la société que la dimension économique, mais elle est absolument essentielle. Et sans confiance, il n'y a pas de bonheur économique. L'IA de confiance contribue à créer cette confiance-là. Et donc, il y aura d'autant plus d'usages, d'utilisation, de transactions dans l'intelligence artificielle qu'il y aura de la confiance. Donc, c'est absolument incontournable de mettre en place cette confiance. Et pour ça, il y a l'éducation. Alors, vous avez raison. Évidemment, il y a l'éducation. À quel point des projets comme Big Science et d'autres vont dépendre de l'éducation du public
à l'IA et qui on va éduquer. D'ailleurs, je parle du public, du grand public, mais vous parlez d'entreprise, vous, par exemple. Alors, je pense que ce qui est important aussi de comprendre, c'est de ne pas tomber dans le piège que certains algorithmes seraient de confiance et d'autres algorithmes ne seraient pas de confiance. Oui. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. L'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus un projet qu'une solution, et un projet, c'est des personnes qui sont en train d'y travailler, et donc les enjeux de confiance se font aussi dans l'entreprise, elles se font aussi dans l'organisation et la gouvernance de l'entreprise. C'est aussi des enjeux qui doivent concerner l'ensemble des membres de l'entreprise et au plus haut niveau, les décideurs de l'entreprise pour être capables d'orienter, de donner une vision dans la façon dont la donnée va être utilisée, la donnée de leurs collaborateurs, la donnée de leurs clients, la façon dont l'intelligence artificielle va leur permettre de prendre des bonnes décisions dans ce cadre de confiance-là. Et donc, il va falloir, en plus de cette IA de confiance, avoir des processus de confiance dans l'usage de l'IA dans les entreprises. Et parmi les processus de confiance, on a cité quelques-uns sur l'explicabilité, la transparence, la capacité à avoir une certaine robustesse, la possibilité de versionner, donc de revenir en arrière pour comprendre les erreurs du passé, ou carrément la possibilité de débrayer, de revenir dans un système normatif sans intelligence artificielle en cas de suspicion de problème. Mais l'enjeu numéro un, c'est les utilisateurs. Bien et les sûr. utilisateurs, ils doivent être formés. Ils doivent Et être là, prêts. aujourd'hui, on se retrouve dans plusieurs aberrations. La première aberration, c'est que les spécialistes de l'intelligence artificielle ne sont pas particulièrement formés à l'intelligence artificielle de confiance. Il y a un retard qui est lié aux formes de décalage entre les formations professionnelles universitaires et des grandes écoles. Localisation aussi, on n'a pas la même culture peut-être en France quand on fait des recherches autour de l'intelligence artificielle qu'aux États-Unis. Là, j'ai plutôt envie de dire que le niveau est bas pour tout le monde, même s'il peut être différent d'un endroit ou à un autre, le niveau est plutôt très bas. Donc, pour l'instant, je pense que ce qu'il faut faire, c'est introduire des cours sur ces thématiques-là pour faire en sorte de réduire ce décalage entre la formation initiale et l'attente du marché. Ça, c'est pour les spécialistes. Mais les spécialistes sont seulement les créateurs, les initiateurs de l'intelligence artificielle. Le plus important, c'est le grand public, parce que c'est les personnes qui vont l'utiliser. Et là, aujourd'hui, on est plutôt dans une intelligence artificielle qui s'appuie sur l'ignorance des utilisateurs. On ne sait pas vraiment où sont nos données, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elles sont captées, on ne sait pas vraiment quel type d'usages sont faits à partir de ces données-là. Donc l'enjeu principal, ça va être d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une bonne intelligence artificielle, qu'est-ce qui est une intelligence artificielle qui respecte la confiance, et l'expliquer à tout le monde. Pour terminer, votre avis sur la question, Raphaël Godoff, et peut-être on parle du RGPD de l'IA. Est-ce que ce serait la solution? Qu'est-ce que vous en pensez d'un point de vue supercalculateur aussi, technologique? C'est vrai qu'effectivement, toutes ces initiatives qui sont lancées autour de l'IA de confiance, ça nous fait penser à ce qui a été fait sur le RGPD. Et un des moyens, en particulier là plutôt pour les entreprises aussi, et pour rassurer on va dire, le grand public et les consommateurs, ce serait peut-être un moment d'imposer, on va dire, ces standards, comme vous dites, peut-être un RGPD de l'IA, qui permettrait aussi aux différents acteurs de se soustraire et vraiment d'être contraints, on va dire, par un certain nombre de règles qui pourraient être édictées dessus. Donc je pense que on n'en est pas encore au stade du règlement. Pour l'instant, il y a des réflexions. Effectivement, il y a eu ce livre blanc qui a été publié par la Commission européenne, mais c'est le genre de choses qui peut aboutir à des choses, on va dire, plus contraignantes et qui permettront la contrainte. C'est aussi une façon de rassurer. Contraignante sans enfermer l'évolution technologique. Exactement. Il faut trouver le juste milieu. C'est pas évident. RGPD, bon voilà, c'est un sujet de débat aussi. Ça a été réussi d'une certaine façon. Ça a été fait un petit peu dans la rapidité, mais voilà. Il faut trouver le même équilibre dans l'IA aujourd'hui pour trouver une IA de confiance. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Smart Tech aujourd'hui pour échanger avec nous sur le projet Big Science et les enjeux qui accompagnent au niveau européen et français l'intelligence artificielle. Merci à vous, Jérémy Haroche, fondateur et CEO de Quantmetry, et à vous, Raphaël Godoff, responsable commercial de la partie calcul haute performance de Hewlett Packard Enterprise pour la France. On poursuit, quant à nous, avec notre rendez-vous Game Business juste après la pub.